Le podcast nourricier d'aujourd'hui. T'as-tu un œil plus pâle que l'autre? Je sais pas. On dirait que t'as un peu plus de vert dans celui-là aujourd'hui. Ah ben. Ho ho ho! Joyeux décembre! Mais ça va être dessiné en janvier. Pour vrai? Oui. Ah, bonne année! Bonne année tout le monde! Non, je pense que t'as vraiment un œil un peu plus brun pâle que l'autre. On commence l'année en beauté avec Maxime Como et Toby Sainte-Max. C'est des légendes. Ouais. Des titans. Rien de moins. C'est la royauté de la scène Émilie de Witt. Toby et Max, c'est les deux personnes qui sont en charge de la production à la serre Émilie de Witt. Ils vont nous parler de la production, évidemment, mais aussi de l'importance de la rentabilité sociale. Ils expliquent surtout leur travail super bien, fait que ça vaut la peine pour comprendre un petit peu plus comment ça se passe à la serre et comment ça va se passer, parce que, évidemment, c'est pas fini tout ça. C'est pas fini. J'espère qu'on a été clair là-dessus dans le dernier podcast. Bonjour Max et Toby, ça va bien? Allô, oui. Oui, ça va super bien. Merci, et vous? Oui, merci Pleine d'être forme. avec nous. Oui, tout à C'est cool fait. de vous avoir. Notre première question, évidemment, pour les personnes qui vous connaissent pas beaucoup, est-ce que vous pourriez peut-être un peu vous présenter, parler du rôle que vous avez? Qu'est-ce qui vous a amené à travailler à Sentier urbain? Ben en fait, c'est ça, c'était un peu une espèce de réorientation de carrière que j'ai faite pour le domaine de l'horticulture, tu sais. Fait que là, j'avais étudié en horticulture, mais déjà quand j'étais à l'école, je me voyais pas vraiment travailler dans le privé, tu sais, faire de l'entretien, faire ces choses-là, puis tout ça. Puis c'était plus le côté des connaissances botaniques, la connaissance générale de, tu sais, comment cultiver, tout ça, des plantes. C'était vraiment ça comme le gros de mon intérêt là-dedans. Fait que quand je suis sorti de l'école, j'ai travaillé en verdissement pour un autre organisme communautaire. Mais c'est ça, déjà quand j'étais à l'école, j'avais entendu parler de Sentier urbain, puis tu sais, c'était un peu comme une des places hautes, là, tu sais, qui était pas trop dans la sphère privée, là, qui avait l'air le fun comme organisme, puis qui était quand même reconnu à Montréal. Fait que déjà, j'avais pensé faire un stage ici. Puis un de mes anciens collègues de classe qui avait travaillé une saison pour Sentier urbain, qui était comme, c'est la place, tu sais, va les rencontrer. Au pire, si on n'a pas besoin de monde, tu vas porter ton CV. Puis j'ai porté mon CV, puis dans le fond, ils m'ont pas appelé la saison où j'ai porté mon CV, mais la saison suivante qui commençait. Puis c'était en hiver parce que c'était pour le démarrage du projet. En fait, c'était pour le poste que j'occupe maintenant, qui est un poste d'accompagnement, puis un rôle d'horticulteur, mais qui accompagne les apprentis dans le programme d'affiliation, qui sont un peu comme la main ouvrière du projet NQN là, dans la serre. Fait que c'est ça, puis j'ai I never look back. J'ai aimé ce job-là dès le départ. Mon poste a été amené un peu à changer parce que bon là, ça va faire quand même 3 ans et plus là, que je travaille à Sentier urbain. Mais grosso modo, c'est pas mal la même chose. Là, c'est vraiment un rôle un peu plus éducatif, pédagogique, d'accompagnement avec les apprentis, puis d'assister Max dans les travaux de la serre, dans la production à la serre. Ben, également, je pense, pour répondre à la question qui est peut-être plus au niveau de l'historique, là, avant de peut-être appliquer un Sentier urbain. En ce qui me concerne, moi, c'est plus une question de continuité qu'une réorientation, là. J'étais déjà dans le domaine horticole, j'étais déjà dans le milieu un peu de l'agro-environnement. Je pense que j'avais peut-être un vide professionnel à combler. C'est comme si à un moment donné, je me suis levé en plein hiver et je me suis dit, OK, il faut que je me sente accompli dans mon domaine professionnel. J'ai fait une liste. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aime? Puis ce que j'aimais, ça touchait beaucoup à la question de la production en serre, du travail d'équipe, de l'accompagnement aussi au niveau social, parce que j'ai travaillé en maison de jeunes. J'ai travaillé dans certains organismes communautaires. Fait que tout ça ensemble, je me dis, aïe, c'est vraiment large. Je sais pas si je vais être capable de trouver un milieu qui correspond à ça, mais je vais essayer. Puis j'ai cherché, je me suis dit, peut-être que je serais bon en animation, fait que je vais appliquer sur le premier organisme
qui va sortir en animation d'agriculture, en cherchant sur Google. Puis le premier qui est sorti, c'est Sentier urbain. Puis en fait, j'ai appliqué sur le poste à Toby, qui est actuellement. J'ai passé l'entrevue. Puis en passant l'entrevue, ils m'ont dit, c'était justement dans cette pièce-ci d'ailleurs, j'étais exactement dans ce siège-là. À l'époque, c'était François et Isabelle qui étaient à votre place, qui me posaient des questions. Puis qui m'ont dit, on aurait un poste à t'offrir en fait, qui est différent, qui est chargé de projet pour la gestion de la serre, la production en serre. Puis j'avais pas eu ce poste-là. Moi, j'avais appliqué pour le poste d'animation. Puis je me suis dit, pourquoi pas, oui, je suis tout aussi intéressé. Puis je suis retourné chez nous, je me rappelle le soir, puis j'en parlais à mon ami, je disais, ils m'ont offert un poste, mais c'est une grosse affaire, c'est la gestion de la serre, puis je suis pas capable de gérer ça, puis ils me disaient, ben oui. Puis finalement, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, écoute, il y a nul autre que toi qu'on va gérer cette serre-là. En réalité, je pense que c'était peut-être plus, il n'y a personne d'autre que toi qui va gérer cette serre-là. Puis, mais non, t'étais l'élu. Peut-être. Ça n'a pas été nécessairement facile au début, mais il y a eu quand même une progression intéressante. Puis ça va faire 4 ans bientôt. Cool. En fait, ça fait un lien parfait avec la prochaine question. Comment la production à la serre elle a évolué depuis que vous êtes arrivé en poste? C'est quoi les méthodes de production que vous avez mis en place? Puis comment vous êtes arrivé à la formule gagnante, en fait, qu'on a aujourd'hui? Un alignement des astres, peut-être, là. Parce que je pense qu'il y a une complémentarité au niveau des intérêts, au niveau des connaissances, mais aussi au niveau de qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Au niveau des intérêts, on a des intérêts qui sont tous les deux dans le milieu agricole, mais qui peuvent être différents. Puis j'ai un exemple de l'hydroponie. Toby avait un gros intérêt pour ça. Moi, j'ai peut-être plus un gros intérêt pour la serre, et le fait qu'on travaille ensemble, on peut faire de l'hydroponie en serre. Même chose pour ce qui est des connaissances, puis même du profil professionnel. Là. Je pense que Toby, c'est quelqu'un qui a peut-être plus de drive pour créer des nouveaux projets, puis avoir l'énergie pour aller de l'avant. Moi, je suis plus au niveau de la minutie, puis rester réaliste dans la mesure où est-ce qu'on veut que ce soit concret, que ça se réalise. Fait que, tu me corrigeras si je me trompe, là, mais je pense que lui, il me propulse par en avant, puis moi, je le ramène sur terre. Exactement. C'est vraiment ça. C'est comme il fait comme l'élastique. Là. C'est vraiment bon. Et vous êtes une équipe de feu, là. Ouais. Non, ça marche bien pour ça. Oui, vraiment. Puis je me rappelle le premier jour, quand on a travaillé dans la serre, c'était quand même une synergie intéressante. On l'a tout de suite vu, que ça allait marcher. Puis on avait des idées quand même de grandeur, puis ça a bien fonctionné, ça a bien opéré sur le terrain. Puis ultimement, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne aussi, c'est le terrain. Là. On travaille avec une intervenante qui est vraiment compétente. On travaille aussi avec une équipe d'apprentis. Souvent, on nous présente comme ceux qui font tout puis qui implantent tout dans la serre, mais en réalité, les apprentis sont là, puis ils en font beaucoup. Ils en font beaucoup pour nous, puis pour le projet, puis pour notre quartier nourricier. Fait que il y a cette reconnaissance-là qui doit leur être donnée parce que c'est un travail d'équipe au final. Mm-hmm. Oui, c'est important de le mentionner, c'est vrai. Fait que ça ressemblait à quoi, mettons, la serre quand vous êtes arrivés, puis c'est quoi les méthodes de production que vous avez implantées, parce que c'était quand même différent, là, ce qui se faisait avant versus ce qui se fait aujourd'hui. C'est parce qu'en fait, on était un peu traumatisés quand on est arrivé, tu sais, dans le sens que, non mais c'est vrai, ça ressemblait à quoi la serre quand on est arrivé? Ça ressemblait à rien, la serre était vide, il y avait absolument rien, puis même au niveau de tu sais, comme un peu toutes les traces qui étaient laissées de l'ancien chargé de projet, tu sais, c'est ça, il y avait un facteur un peu, tu sais, qui donnait un petit peu tu sais, qui était un peu étourdissant, là, je pense, autant pour Max que pour moi. Juste de partir un peu de ce vide-là, puis aussi de ne pas savoir, tu sais, de se dire, OK, tu sais, on ne repartirait pas avec le même modèle que ce qui était là précédemment. Fait que, tu sais, il y avait un côté un peu insécurisant avec ça, mais en même temps, tu sais, c'était parfait parce que c'était un peu une page blanche aussi, là, tu sais, c'est comme,
on était OK, on se pitch là-dedans, tu sais, puis c'était cool. Moi, j'étais content que Max, dans le fond, il arrive avec moi puis soit un peu aussi insécure que moi, parce que, tu sais, dans le fond, c'était comme OK, on va se faire un bon plan de match, là, tu sais, ça va être tête, là, puis c'est ça, tu sais, comme Max parlait de notre complémentarité là-dedans, mais vraiment de mon aspect de job qui est plus, tu sais, l'accompagnement, le côté plus éducatif, pédagogique, tu sais, les deux, on était d'accord là-dessus aussi avec Max, tu sais, que ça soit vraiment, OK, tu sais, on va vraiment rendre ça, tu sais, on va structurer ça pour que ça soit éducatif, tu sais, qu'on a un gros tableau en avant, qu'on responsabilise les gens par rapport à ce qu'ils font, puis qu'ils apprennent plein d'affaires, là, puis que ça soit stimulant, tu sais. C'est pas un programme sanctionné par le ministère, là, tu sais, on fait pas comme, c'est pas l'école, mais tu sais, juste de mettre en avant, tu sais, un côté résolument plus pédagogique, puis tu sais, vraiment, tu sais, qui amène des connaissances, le fun, des ateliers, des trucs comme ça. Puis, tu sais, l'autre aspect aussi qui était cool avec Max, je pense qu'on s'est entendu là-dessus assez vite, c'est que, tu sais, on était comme, OK, on va expérimenter des affaires parce qu'on est en développement de nouvelles techniques de production, de nouveaux projets dans la salle, mais c'est comme, la limite, c'est qu'il faut que ça marche. Fait que, tu sais, oui, on peut essayer des affaires, tu sais, mais tu sais, si on voit que ça marche pas, on va arrêter, tu sais, on va... Fait que c'était ça un peu le petit setback, mais qui était comme nice avec Max, c'était un peu de dire, OK, tu sais, on essaie un truc, tu sais, c'est bon d'avoir plein d'idées parce qu'on veut trouver des formules qui marchent. Fait que, tu sais, cette première année-là, c'était vraiment une année comme ça, où est-ce que, tu sais, des fois, on essaie un truc, puis on était comme, ah shit, ça n'a pas marché, bon, on recommencera pas ça l'année prochaine, tu sais, on prenait des notes pour voir comment on va pouvoir évoluer là-dedans, t'sais. Puis quand tu dis ça marche pas, c'était quoi les facteurs, tu sais, c'est-tu... Ou en fait, as-tu des exemples de qu'est-ce qu'il y a dans vos expérimentations, de choses qui n'ont pas fonctionné ou que justement vous avez un peu... En fait, c'est pas des trucs qui étaient nécessairement désastreux, mais tu sais, comme par exemple, pendant un bout, on a essayé de fonctionner avec une grosse chambre à semis, parce que c'est ça qui avait été fait anciennement. Tu sais, on utilisait de la toile de serre en dessous d'arceaux, puis à la place d'avoir des petites cellules, là, des petits plateaux avec un couvercle en plastique. On était comme, OK, bon, on fonctionnait avec ça, il fonctionnait avec ça avant. Mais c'était compliqué, on avait même installé là-dedans un petit système d'arrosage à un moment donné pour que ça arrose, que ça vienne brumiser nos semis, puis tout ça, puis là, ça coulait, puis tout, puis tu sais. C'est ça, on essayait des trucs. Fait que là, des fois, à un moment donné, on voyait que ça marchait moins bien. Mais à un moment donné aussi, on a eu une problématique parce que on n'avait pas eu une quantité suffisante de terreau à temps, fait qu'on avait utilisé du terreau à semis pour repiquer, puis on avait eu plein de pythium dans nos persil, puis on avait perdu plein de persil. Fait que tu sais, c'est tous des trucs comme ça, tu sais, OK, on prend une chance, on essaie un truc, OK, ça marche moins bien. Mais au niveau plus large, là, je pense que c'est plus Max qui pourrait parler vraiment plus de l'aspect, OK, prod, on a fait ça, on est arrivé à ça, tu sais. Moi, je remarque plus les petits détails terrain, là, tu sais, des choses que je vois qui marchaient moins bien. Mais c'est ça, c'est le côté expérimental. Tu sais, une serre de production, où on aura un mandat commercial, tu auras un boss qui dirait, c'est pas le temps de faire des expériences, les boys. Là, genre, moi, je sais que ça marche, c'est ça qu'on va faire, puis on va s'en tenir au plan. Tu sais. Nous autres, on n'a pas cette contrainte-là, fait que ça nous a donné vraiment cette liberté-là aussi. Exact. Et pour rebondir sur ce que tu dis, c'est l'ancien chargé de projet qui était à ma place, peut-être même qui va nous écouter, avait un mandat beaucoup plus serré que le mien, dans le sens où il y a des objectifs de rendement, il y avait des objectifs de production. Ça n'a pas dû être facile pour cette personne-là. Ce qui a été intéressant pour nous, à mesure où il était capable de nous transmettre le matériel, de ce qu'on a compris, de qu'est-ce qui se faisait, de aussi certaines expérimentations qui avaient été faites de sorte qu'on ne commette pas certaines erreurs aussi. Mais fondamentalement, les mandats sont vraiment différents de ce qui était fait avant et de ce que nous, on avait à faire. Fait que, veux pas aussi, le fait qu'on commence ensemble au mois de mars avec une nouvelle mission, ça a mis la table, ça a établi les bases pour quelque chose de complètement différent. Puis la difficulté était qu'en réalité, oui, on essayait de se baser des fois sur ce qui avait été fait avant, mais c'était pas du tout l'objectif, le nouvel objectif qui était établi par le comité de pilotage ou les nouvelles orientations qu'on s'était données, où on ne cherchait pas nécessairement à obtenir un rendement financier ou un rendement au niveau de la production, mais vraiment plus un rendement au niveau social. Donc, il devait avoir matière à occuper des gens tout au long de l'année, avec des activités agricoles, avec des opérations agricoles, puis on devait être capable de rembourser minimalement les intrants de production. Donc,
on doit quand même avoir une certaine forme de rendement, étant donné que nos intrants nous coûtent quand même des fois autour de 20 000 25 000, tout dépendant de l'année, tout dépendant des dépenses. Mais je dirais que quand même, tu sais, on a été capable de mettre en place quelque chose de nouveau parce qu'on était deux personnes aussi qui sont rentrées, deux nouvelles personnes qui sont rentrées. C'est un peu comme je disais tantôt, les as se sont alignés parce que si moi j'étais rentré avec quelqu'un qui était là anciennement, ou si Toby était rentré avec quelqu'un qui était là anciennement, peut-être que ça aurait été plus difficile de pousser un nouveau modèle. Tandis que là, on partait start from the scratch, on partait complètement avec des nouvelles bases, puis on n'avait pas non plus des fois une petite voix qui nous disait « Hey, faudrait pas essayer ça parce que ça risque d'arriver. » On l'a essayé, puis le fait d'avoir essayé, il y a eu des gains, il y a eu des pertes, on a pris des notes. Il y a des choses qu'on a continué à faire, il y en a d'autres qu'on a arrêté de faire. Tantôt, tu disais, bon, peut-être au niveau de la production. Moi, de ce que je me rappelle, c'est les melons qu'on a essayé. C'était le fun, on a eu 2-3 melons, mais dans l'objectif quand même de devoir répondre à des besoins d'un marché tout au long de l'été, c'était pas réaliste. C'était le fun, mais c'était pas réaliste. Fait qu'on a adapté les cultures en fonction des besoins. Les besoins sont fixés par les demandes au marché, sont fixés par le nombre d'apprentis qu'on doit occuper pendant l'été, par la capacité, la superficie de production glaciaire. Fait que tout ça, c'est à prendre en compte au final. Puis c'est ça qui va définir exactement ce qu'on va faire et ce qu'on ne pourra pas faire. Puis mettons, pour les personnes là, qui nous écoutent puis qui n'ont jamais eu la chance de visiter la serre puis d'en apprendre un petit peu plus sur concrètement c'est quoi qu'on produit, est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi justement que vous avez mis en place? Là, tu disais, vous êtes parti de zéro, vous avez changé de modèle. C'est quoi les cultures? On s'est inspiré quand même de ce qui se faisait avant. Il y a 3 phases qui sont en place présentement à la serre. De ces 3 phases-là, il y a une phase qu'on a conservée, qui se faisait très bien avant, qui était vraiment bien peaufinée puis bien mis en place par les anciens qui étaient là avant nous. C'est la phase printanière, la phase de production de plants, qu'on a quand même un peu rehaussé avec certains standards ou certains ajouts de variétés ou de différentes pratiques culturelles. Donc, nous, par après, on a mis en place une phase de production maraîchère pendant l'été qui dure à peu près jusqu'à septembre-octobre, donc de juin à septembre-octobre. Après quoi, on fait un vide phytosanitaire qui dure toujours entre 2 semaines à 1 mois, durant lequel on part nos semis pour l'hiver aussi. Puis, ultimement, une phase de production hivernale où on fait uniquement de la verdure. Parce qu'on est soumis à des contraintes au niveau de la production visuelle pour les lumières, mais aussi certaines limitations pour le coût de chauffage. Donc, on est vraiment dans des cultures froides, production de verdure, juste est-ce qu'on arrive au printemps de l'année suivante où on recommence au mois de mars la production de plants potagers. OK. Puis avant ça, dans le fond, c'était la production de micro-pousses c'est ça. À l'année. C'était des objectifs qui étaient plus reliés à... Bon, c'est sûr qu'il y avait un mandat social où on devait occuper un plateau d'apprentis, mais il y avait quand même aussi des objectifs de rentabilité avec la production. Ce serait dur de dire les chiffres, là. Parce qu'on passe à travers les tableaux là, plus que 4 ans, là, mais c'était beaucoup de production de pousses. Que vous continuez à faire un peu de micro-pousses, mais certaines sortent, dans le fond? C'est ça, on a conservé certaines variétés, certaines cultures de pousses qui sont plus adaptées pour qu'on soit capable de les faire à l'année, parce qu'il veut pas qu'il y ait un différentiel de... C'est quand même... plusieurs degrés là, entre été et hiver. Là. Fait que faut qu'on soit capable de se maintenir dans un range de production où est-ce que l'été, ça ne fasse pas pourrir une micro-pousse, puis l'hiver, on a quand même une croissance intéressante. Fait qu'on a décidé d'y aller avec tournesol et pois, qui sont souvent considérés comme des grosses pousses. Des grosses pousses. Des grosses micro-pousses. De la grosse micro-pousse, ouais. C'est de la chunky micro-pousse. Ouais, exact. Fait que dans le fond, si je comprends bien, vous avez quand même mis en place différentes phases de production, mais toujours avec l'inquiétude ou le besoin d'assurer quelque chose d'éducatif
pour les... Fait que oui, la production, mais surtout le volet éducatif. C'est une grosse part du projet, le programme d'affiliation dans la serre. Là. C'est eux nos ouvriers de serre, c'est eux qui assurent la production en grande partie par leur travail. Puis aussi, maintenant, on a un apprenti qui devient notre super apprenti ou notre apprenti d'hiver. Donc, pendant la phase d'hiver, on a un apprenti aussi maintenant, ce qui est différent par rapport à avant. Mais les buts de production, en fait, dans une serre, là, on y est vraiment allé avec serre 101, un peu, là, je dirais, là, avec Max. Là, un peu de moi, ce que j'observe, là, c'est genre, maximiser l'espace. On a un petit espace de production, fait qu'il faut qu'il soit... Il faut que chaque pouce carré de serre soit en production. C'était un peu comme la base. Fait qu'on se dit, au départ, on s'est dit ça. Puis aussi, c'est qu'il faut que, à l'année longue, il y a une production qui se passe dans la serre. Donc, les 3 phases qu'il expliquait Max, c'est ça. Là, c'est comme, il y a de la production. C'est sûr qu'il faut nettoyer la serre, faire un cours vide entre les phases de culture pour pas qu'il y ait des bébites, qu'on ait des contaminants, des problématiques comme ça. Mais vraiment d'avoir, de changer un peu nos modes de production. Quand on produit en été, c'est en smart pot par terre, fait qu'il faut défaire toutes les tables et tout ça. Mais il y a beaucoup de... en fait, on a augmenté la production, mais ça nous amène à faire beaucoup de tâches qui sont un peu du montage de table, du démontage de table, du tassage de smart pot, du lavage de smart pot. Il y a beaucoup de... C'est un peu comme si on restait dans le même appart, mais on déménageait 3-4 fois par année. Il y a beaucoup de déménagements qui se passent et tout ça. Mais tout ça aussi, c'est pour rendre ça plus intéressant, plus éducatif. Puis aussi, c'est des activités auxquelles prennent part les apprentis. Là, toutes les phases importantes de gros vides sanitaires, de déménagement, d'aménagement pendant la phase d'été, tout ça. Fait que ça rend ça plus intéressant que s'il y avait juste 2 projets de production qui sont, on fait de la micro-pousse, puis on produit des semis pour le printemps, tu sais. En cours de développement de comment on changeait la production, c'était vraiment, on avait comme souci que, OK, ben, tu sais, on veut que il y ait des ateliers, qu'il y ait des connaissances qui soient arrimées à ces projets-là, puis que ça soit plus motivant, tu sais, que les apprentis se sentent pas un peu comme un peu du cheap labor qui sont là, puis genre, parce que c'est un programme d'affiliation, tu sais, il y a l'encadrement psychosocial qui est là-dedans, il y a de l'accompagnement, il y a des ateliers, tu sais, ça fait beaucoup de choses pour comme faire naviguer le programme d'affiliation sociale, tu sais, que ça soit smooth, mais que ça soit aussi intéressant, que ça soit trippant pour les apprentis. Fait que, tu sais, comme là, à terme, maintenant, par exemple, nos projets d'hydroponie vont être encore là, par exemple, quand les apprentis arrivent, tu sais, au mois de mars, là, disons fin mars. Il y a encore des choses qu'ils peuvent voir, tu sais, il y a encore des choses qui sont intéressantes pour eux, tu sais. Fait qu'on a ce souci-là aussi. Fait que ça fait quand même beaucoup de choses, tu sais, si t'allies production, l'accompagnement, le programme d'affiliation. Puis aussi, c'est parce que si on optimise la production, à un moment donné, il y a tellement de choses à faire, il y a peut-être moins de temps aussi pour les ateliers puis ces choses-là. Fait qu'il y a vraiment une espèce de fin équilibre qu'il faut maintenir là-dedans aussi, là, en arrimant de production puis le volet éducatif. En tout cas, good job, parce que ça semble être vraiment une formule gagnante. En tout cas, moi, pour l'avoir vécu en tant qu'apprenti, puis ensuite en tant que chargé de distribution, je trouve que c'est ça, ce fin équilibre, là, comme tu parles, je trouve que vous l'avez trouvé. Donc, bravo pour ça. Mais aussi, c'est parce que ce qu'on s'est rendu compte avec le temps, c'est que si tu as des ateliers, que c'est le fun, c'est intéressant, mais c'est un gros facteur de motivation. Puis nous, c'est ça c'est ça la qualité numéro un qu'on cherche chez nos apprentis. T'sais. On veut que le monde soit motivé, qu'il soit vraiment intéressé. Parce que ça va faire qu'ils vont être présents, ça va faire qu'ils vont s'investir dans les tâches, puis tout ça. T'sais. Ce qu'on veut pas, justement, c'est que ça soit comme dull, puis qu'on dise, bon, ben regardez, les amis, aujourd'hui, c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on veut pas. T'sais. Peut-être par rapport à ça, c'est surtout que il y a comme un équilibre. Là, tu parlais de peaufiner un peu le modèle, mais c'est sûr qu'il y a des apprentis qui ne seront pas intéressés par l'aspect d'apprentissage théorique. Il y en a d'autres qui ne sont pas intéressés par du travail physique exigeant toute la semaine. Fait que ça, c'en est un défi, d'essayer d'accrocher les gens qui ont plus des intérêts physiques à l'aspect théorique, puis d'accrocher les gens vice-versa. C'est un des gros objectifs d'avoir mis ça en place, mais ça nous donne une certaine polyvalence aussi. Parce qu'on reconnaît les personnalités au long de l'année, puis on sait, bon, ben cette personne-là,
est plus minutieuse, ou elle est peut-être plus travaillante au niveau physique, ou cette personne-là a plus l'intention de penser les façons de travailler. Fait on a quand même une certaine diversité de tâches qu'on peut leur offrir, dans la mesure où on reconnaît leur trait de personnalité professionnelle, puis on peut leur attitrer des tâches en fonction de la façon dont ils veulent travailler ou la façon dont ils veulent se développer. Puis ça a été un élément gagnant, je pense, parce que quand quelqu'un sent qu'il fait ce qu'il a envie de faire, puis qu'il aime ce qu'il fait au travail, il reste là. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'on a retenu aussi plusieurs années des apprentis. Ben, la prochaine question, c'était justement qu'est-ce qui vous rend le plus fier quand vous pensez à votre travail dans la serre? J'imagine que ça, c'est quand même une fierté d'avoir été capable d'aller chercher les compétences de chaque apprenti puis pouvoir les garder justement pendant l'année. Est-ce que vous avez d'autres fiertés? Souvent, c'est comme des bumps de fierté, mais tu sais, c'est drôle à dire, mais c'est parce que ça va tellement vite, puis il y a tellement de choses à faire pendant l'année que c'est rare les moments où on a le temps de se regarder et de dire comme maudit que je suis fier, tu sais. Puis ça se fait, là. C'est juste que ça va tellement vite, il y a tellement de choses à faire que des fois ça arrive comme plus, ok, on a donné une go, là, on court le marathon là, de la saison de production, puis là quand on arrive à la fin, on fait comme hey, tout ça c'est arrivé, tous ces apprentis-là sont restés jusqu'à la fin. Il y a tant d'apprentis, il y a 3 apprentis qui ont décidé de se réorienter en horticulture. On a produit cette quantité-là de produits maraîchers, 10 000, 11 000 semis cette année, 11 000 plants maraîchers. Fait que c'est plus comme par après que quand on fait notre bilan, si on veut, qu'on est comme ah, c'est tellement cool ce qu'on a réussi à faire, puis qu'on peut se comparer aussi d'une année à l'autre. Mais oui, c'est sûr qu'il y a des éléments de fierté qui sont Des bumps de fierté. Ouais. J'aime ça. Moi, vu que je touche un peu au côté un peu social, tu sais, aussi, on est dans un organisme communautaire qui fait du verdissement social, fait que c'est sûr que ça correspond beaucoup à mes valeurs aussi. J'ai des satisfactions dans plusieurs domaines, tu sais, puis aussi, tu sais, moi, tu sais, j'ai vraiment une passion pour le domaine, fait que, tu sais, j'aime ça voir que les gens développent des intérêts, parce que, tu sais, c'est un des critères pour à l'embauche là, des apprentis. C'est un critère qu'il n'ait pas travaillé dans ce domaine-là ou qu'il n'y ait pas une connaissance nécessairement approfondie là-dedans, parce qu'il y a un petit côté un peu initiation. Mais c'est sûr qu'aussi, tu sais, c'est le parcours des apprentis. Là, il y en a qui vont intégrer l'équipe. Tu sais, ça, c'est quand même une satisfaction. Là, tu sais, quand on voit que ça se passe bien, tu sais, que les grosses périodes, les gros accomplissements de l'année, c'est sûr que tu sais, après la vente des semis, là, quand on a fait comme 2000 plants de plus que l'année d'avant, là, c'est des grosses affaires, là, puis il y a eu des contraintes qui ont été liées à ça par rapport au manque d'espace, par rapport au fait qu'on doit pédaler bien plus quand on fait ça aussi. Fait que, des fois, on pousse la machine un peu, puis on se rend compte de ce qu'on a fait, puis on fait comme « Yo, c'était malade là, qu'on a fait ça ». Puis aussi, moi, ce que je trouve le fun, c'est que je pense qu'il y a un peu... je ne vais pas généraliser, mais je pense que même certains organismes, ou des fois en participant à des formations, je mentionne, je travaille pour Santé urbain, le monde sont comme ouais, ça c'est communautaire, vous faites genre des ruelles vertes ou des arbres. Ils ne sont pas trop au courant exactement. Puis, dans un groupe de gens qui connaissent l'horticulture puis qui sont pas nécessairement au fait de ce que les organismes communautaires font, ils ont l'impression que ça va être un petit peu plus broche à foin. Mais moi, je regarde mes produits. Comme par exemple notre production d'hiver, là, on a fait une récolte hier, je regarde les produits et je suis comme yo, c'est vraiment de la grosse qualité, la même affaire que les semis. Il y a du monde que je connais qui ont acheté des semis de la vente cette année puis sont comme c'est vrai, je vais au marché Jean Talon puis je trouve pas des plants aussi beaux que ce que vous aviez, là, c'était comme c'est ça à coche. Là. Fait que c'est ça c'est le fun aussi. Pour moi, j'aime ça qu'il y ait cette satisfaction professionnelle là-dedans aussi. T'sais. Bravo. Ah. C'est incroyable. Merci. Fait que notre dernière question, on voulait savoir qu'est-ce qui vous attend pour la suite. Maintenant que Santé urbain est porteur principal de notre quartier nourricier, qu'est-ce qui va se passer avec la serre, avec votre rôle à chacun? Pour l'instant, au niveau de la structure, du modèle de production, rien n'est amené à changer. Il y a un modèle qui est en place, un modèle qui est fonctionnel, un modèle qui nous permet d'être
autonome d'une certaine façon, de répondre à certains besoins au niveau du plateau d'affiliation, au niveau de la production. Il y a un marché qui a été installé, qui a été mis en place justement cette année, pour lequel on souhaite que ça continue, même que ça prenne une certaine ampleur. Il y a évidemment le projet Notre quartier Nourricier qui va être, si on veut, repris en main par Sentier Urbain. C'est sûr qu'on se projette dans un futur qui est quand même lointain là, quand on parle d'agriculture ou même de développement social. Mais le projet Notre quartier Nourricier va être invité à grandir. On a d'ailleurs, à Sentier Urbain, fait l'acquisition d'une serre qui est très similaire à celle d'Émilie de Witt, qui est située au potager du Voyageur, à côté de l'ancienne gare d'autobus de la ville de Montréal. Puis, je pense qu'on pourrait facilement dire avec cette acquisition-là qu'on pourrait anticiper un NQN 2.0 de la même façon dont ça se fait à la serre Émilie de Witt, mais que ça pourrait être appliqué à un modèle similaire là-bas. Mais je ne suis pas dans le secret des dieux non plus. Là. Je ne peux pas dire « OK, c'est ça qui va être fait exactement ». Mais ça s'enligne très bien pour l'année à venir. Ben d'ailleurs, je pense que c'est le grand succès du modèle que vous avez réussi à consolider à travers les années dans cette serre-là qui a montré que ça vaudrait la peine puis ce serait même cool de dupliquer ce modèle-là. Fait que, félicitations. Moi, je pense que vous avez vraiment un rôle important dans cette ébullition de serres. Je suis persuadée qu'il va en avoir d'autres. Puis on ne sait même pas le nombre de projets qu'on a réussi à inspirer. Vous devriez être fiers de votre beau travail. Ouais. On est accompagné par un service conseil qui est spécialisé en production en serre. Puis c'est quand même des gens qui sont hautement connaisseurs en la matière, qui aussi, en voyant ce qu'on fait, reconnaissent l'importance d'un modèle comme celui-là dans différents quartiers. De même sorte qu'un quartier pourrait avoir besoin d'un dépanneur, d'une pharmacie, d'une station de service, ben, il pourrait aussi avoir besoin d'une serre de quartier. Puis on le voit, l'importance que ça a dans le quartier, la façon dont c'est en train de fédérer puis rassembler les gens. Si on veut un point d'appartenance qui fait que quand les gens passent proche de là, il y a des discussions, il y a des rencontres, il y a des éducations, de la sensibilisation. Les gens le prennent comme si c'était leur projet à eux, puis c'est ça qui fait que ça fonctionne aussi. C'est porté par la communauté, puis ça fait partie, si on veut, des points majeurs de notre quartier Nourricier. Initialement, c'est un projet qui est vraiment porté par la communauté. Comme tu as dit, Toby aussi, serre communautaire ne veut pas nécessairement dire broche à foin. T'sais, je pense qu'il faut que ça soit fait comme il faut, mais je pense que ça a démontré que, comme tu as dit, un quartier a besoin de dépanneurs, mais ça pourrait aussi être des serres de quartier. Oui, tout à fait. Dans le fond, c'est un modèle qui marche. En fait, c'est vraiment ça. C'est un modèle qui marche. Fait que, constamment, on a des gens qui sont même des conseillers d'arrondissement, des gens comme ça, des étudiants aussi, qui font qui ont des études dans le domaine du verdissement, de l'agriculture urbaine, ou tu as des gens constamment on est sollicité par tous ces gens-là qui sont un peu en train d'étudier ces projets-là, parce que c'est des projets qui sont émergents, mais qui, pour moi, ils ont le vent dans les voiles, puis on est vraiment dans une période qui sollicite ça, le coût des aliments augmente, le coût des loyers augmente, la disponibilité de certains produits même, on a eu on avait comme la crise des salades là, il n'y a pas longtemps là, avec la Californie qui peut plus fournir. Fait que je pense qu'il y a des enjeux environnementaux qui sont vraiment qui font que c'est plus juste le fun, c'est plus juste cute comme projet, c'est vraiment quelque chose c'est nécessaire. C'est des projets qui sont nécessaires. Fait que c'est pas pour rien qu'il y a des gens, qu'il y a des serres de quartier qui vont s'implanter de plus en plus, puis qu'il y a des gens qui viennent
observer le nôtre parce qu'il fonctionne bien pour essayer d'en implanter des similaires ailleurs. Je pense que c'est vraiment ça. Puis, tu sais, pour ce qui est de créer un projet élargi, parce que c'est Sentiers urbains qui reprend le mandat de NQN, mais je pense que c'est juste une bonne chose parce que c'est bon que ce projet-là devienne un projet conjoint à terme aussi, puis qu'il grandisse aussi. Fait que, puis je pense que même l'organisme voit ça, tu sais, ils font comme, OK, je pense que dans les projets de Sentiers urbains, là, c'est un projet qui fonctionne bien. Fait que s'il fonctionne bien, puis on voit que ça roule, on va essayer de faire grossir ce projet-là aussi. Fait que c'est comme ça, je pense que c'est bien perçu à l'externe, là, des gens qui observent le projet, mais c'est bien perçu aussi par l'organisme, puis ils voient que c'est quand même des projets forts. Fait que c'est ça, autant le volet affiliation que le volet de production de la salle. Il y a comme une espèce d'équilibre. Là. Souvent, nous, des fois, c'est un peu d'expliquer aussi qu'est-ce qui fait que ça fonctionne bien. Qu'est-ce qu'on trouve plus difficile aussi. Fait que je pense que ça vient un peu avec l'expérience que nous, on a eu à Sentiers urbains. Nous autres, on veut que le projet ait plus de visibilité, en fait. Fait que c'est pour ça que de faire un podcast, d'en parler, puis tout ça, c'est comme un des gros trucs. On est fiers de notre projet. Fait que on voudrait qu'on en parle plus, que ce soit connu, puis que venez nous visiter, venez voir. On aime les curieux, là, En tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. C'est super intéressant. On a vraiment survolé tout ce qui est production plus spécifique, là, les méthodes de production et tout, mais aussi on voit que l'aspect social est central à la production à la serre Émilie de Witt. Donc, merci beaucoup. Yes, merci, ça fait plaisir. Merci à vous. J'aime tellement comment ils expliquent leur travail. J'en apprends toujours. C'est beau de voir comment ils sont fiers, parce qu'effectivement, ils ont de quoi être fiers. Ben, puis c'est un duo d'enfer. Pareil, ils se complémentent très bien. C'est quoi le prochain podcast? On en a un dernier qui s'en vient. On va aborder des sujets qui ont été discutés aujourd'hui, notamment le programme des apprentis. Restez à l'écoute. À la prochaine. À la prochaine. Oh, petit trou s'en va. Non, c'est vrai. T'es sûr que ça va être en janvier? C'était Clémentine Barberger et Corinne Delisle pour notre quartier nourricier, un élan collectif pour mieux manger et verdir Centre-Sud.